Vous écoutez C'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans l'épisode spécial WWDC. Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 74 du podcast. Comme tous les ans à la même époque, hier soir, lors de sa keynote d'inauguration de la WWDC, Apple a présenté tous ses nouveaux OS, que ce soit iOS 14, iPadOS 14, le nouveau macOS et le nouveau watchOS. Dans cet épisode, je me propose de revenir avec vous sur toutes les dernières nouveautés, sur tout ce qui me paraît intéressant. Et on va commencer tout de suite dans l'ordre où les nouveautés ont été annoncées. Donc on va commencer tout de suite par iOS. Alors qu'est-ce qui a été annoncé lors de la keynote hier soir pour iOS ? Donc comme vous le savez, on passe à iOS 14 cette année. Et je trouve que sur iOS 14, parmi toutes les rumeurs qui étaient attendues cette année, on attendait énormément d'iPadOS, on attendait énormément de watchOS. Mais c'est vrai que lors de ces dernières semaines, lors de ces derniers mois, on n'a pas vraiment beaucoup entendu parler d'iOS 14. Et ayant regardé la conférence hier soir, je trouve que, alors peut-être pas sur les grosses nouveautés qui vont intéresser les développeurs, mais sur les nouveautés qui intéresseront les utilisateurs finaux, je trouve que c'est quand même iOS 14 qui se démarque parce qu'il y a quand même énormément de nouveautés. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est le lendemain matin de la conférence et là j'ai iOS 14 qui est en train de se télécharger, donc je vais tester ça tout au long de ces prochaines semaines et je vous en ferai bien sûr un retour sur le blog et sur les différents épisodes de podcast. Donc qu'est-ce qui a été annoncé ? Déjà il y a une énorme refonte graphique qui a été opérée sur iOS, sur tout l'ensemble des OS en général, mais je trouve que la refonte graphique d'iOS est vraiment plus marquante, plus visible que sur les autres OS. Donc qu'est-ce qu'Apple a annoncé ? Déjà, on l'attendait depuis de nombreuses années. C'était déjà dispo sur Android, c'était dispo à l'époque sur Windows Phone. Mais c'est vrai que sur iOS, ça traînait énormément. Mais enfin, on voit l'arrivée des widgets sur iOS. Alors, iOS a implémenté les widgets d'une façon, j'ai envie de dire, une façon assez qui est vraiment bien intégrée. Si vous avez déjà utilisé un Android, vous savez que les widgets, c'est les widgets qui sont à l'écran. Vous ne pouvez pas vraiment réellement personnaliser comme vous avez envie de le faire. Sur iOS, si vous avez déjà des OS précédents, c'est-à-dire iOS 13, iOS 12, vous savez que quand vous swipez vers la gauche, vous arrivez sur une page où vous avez tous vos widgets qui sont rangés, que vous pouvez installer au fur et à mesure des installations des apps, celles qui prennent en charge les widgets. Donc vous pouvez installer tous vos widgets sur cette page-là et les avoir toujours visibles sur la même page. À partir d'iOS 14, cette page sera toujours visible, vous y aurez toujours accès. Si vous n'avez pas vraiment envie de changer l'interface de votre téléphone par rapport à avant, si l'interface d'iOS 13 vous allez bien, vous pouvez rester exactement pareil. Mais pour ceux qui voudront un peu personnaliser leur interface, vous avez le choix de prendre ces widgets qui sont disponibles sur cette page-là et de les intégrer directement sur vos pages d'icônes, sur vos différentes pages d'icônes, et les installer un peu à l'endroit où vous voulez. C'est-à-dire vous pourrez vraiment réellement personnaliser vos pages d'icônes comme vous avez envie de le faire avec les widgets qui vous servent le plus souvent dans la journée. Ça, c'est déjà une chose qui est déjà vraiment pas mal. Autre chose, dans l'univers des apps, jusqu'à maintenant, jusqu'à iOS 13, les apps, ils étaient rangés sur des pages. Vous pouviez y avoir jusqu'à 11 ou 12 pages, je ne sais plus. Et puis, vous pouviez les ranger dans l'ordre que vous vouliez, faire des dossiers. À partir d'iOS 14, maintenant, il y a une nouvelle organisation qui est mise en place qui s'appellera App Library et qui va vous permettre en fait de ranger vos apps. Alors comment expliquer ça simplement ? Les apps vont se ranger en fait dans différentes sortes de dossiers qui seront rangés par thème. C'est-à-dire que vous aurez tous vos réseaux sociaux dans un dossier, vous aurez toutes vos applications qui vous servent à faire, vos applications créatives qui seront rangées dans un dossier. Enfin,
des genres de thèmes comme ça qui sont visibles d'ailleurs dans l'Apple Store. Vous les retrouvez dans l'Apple Store et ils seront rangés un peu pareil sur l'interface de votre téléphone, avec un système où les apps les plus utilisées ou les dernièrement utilisées seront plus grosses, et toutes les apps qui seront beaucoup moins utilisées ou beaucoup moins souvent utilisées apparaîtront en beaucoup plus petit sur ces dossiers. Et d'après ce que j'ai vu, cette organisation a l'air vraiment vraiment pas mal. Va falloir voir, je vais tester ça là dans les prochaines heures, mais va falloir voir comment ça s'intègre. Mais ça peut être pas mal et ça peut permettre d'avoir justement une interface qui est beaucoup beaucoup mieux rangée sur son téléphone. Deuxième énorme chose qui a été annoncée sur iOS 14. On attendait énormément, enfin beaucoup de gens attendaient le split screen comme sur Android, c'est-à-dire pouvoir mettre deux applications sur l'écran de vos téléphones, surtout que maintenant on sait que les prochains iPhones vont encore avoir des écrans beaucoup plus grands. Il en est rien, Apple n'a encore pas intégré le split screen. Du moins, ils ne l'ont pas intégré comme Android l'avait intégré. Ils l'ont intégré à leur façon. Pourquoi je dis ça ? Parce que depuis iOS 14, avec iOS 14, on voit enfin l'arrivée du Picture-in-Picture arriver. Et ça, c'est une chose qu'on attendait énormément depuis des années, que ça soit sur les iPads ou sur les iPhones. Alors, on pouvait déjà un peu le faire sur les iPads, sur certaines applications, mais pas sur toutes. Notamment pas sur YouTube, mais là ça arrive sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous pourrez totalement regarder un film, et je crois avoir entendu parler que ça va marcher aussi avec FaceTime, c'est-à-dire que vous pourrez aussi passer des appels FaceTime en vidéo tout en continuant à interagir avec l'interface de votre téléphone. Et ça, c'est réellement quelque chose, c'est réellement une nouveauté qui va changer les choses. Parce que quand vous êtes à quelque part et que vous êtes en train de regarder une vidéo et que vous voulez en même temps checker vos mails, prendre des notes ou tout un tas de choses, ça sera vraiment vraiment beaucoup plus facile. Surtout que ce Picture-in-Picture va pouvoir se déplacer en fonction d'où vous voulez sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment une énorme nouveauté. À voir si ça marche aussi avec FaceTime. Comme je vous le dis, je vais tester tout ça après. La bêta est en train de s'installer au moment où je vous parle. Donc, je vais pouvoir tester tout ça et je vais pouvoir vous faire des retours sur toutes ces nouveautés. Autre grosse nouveauté qui était attendue depuis énormément de temps par beaucoup de monde, c'est de pouvoir remplacer son application de mail et son navigateur internet par des applications tierces. C'est-à-dire ne pas utiliser Mail d'Apple, ne pas utiliser Safari, mais à la place, utiliser un autre client mail, utiliser Google Chrome comme navigateur principal. Ça va désormais être possible avec iOS 14 et iPadOS 14. Donc ça, moi franchement, je vais vous le dire, c'est pas quelque chose qui va vraiment me servir, parce que depuis le début, j'utilise Mail d'Apple et j'utilise Safari, et c'est des applications qui me vont très bien, des applications natives qui me vont très bien. Mais bon, je comprends totalement qu'il y ait certaines personnes qui aient besoin d'utiliser d'autres applications, qu'on leur habitue sur d'autres applications. Donc c'est bien qu'on puisse le faire. Autre grosse nouveauté annoncée sur iOS, le redesign de Siri. Enfin, le redesign de Siri. Alors, quand vous utilisiez Siri jusqu'à iOS 13, donc vous appuyez sur le bouton sur le côté de votre iPhone, pour les derniers iPhones du moins, ou alors vous demandiez à Siri à la voix, et votre écran devenait tout noir avec une espèce de petite vague en bas. Ça aussi, c'est pareil, c'est fini. Maintenant, Siri a été totalement redesigné. C'est juste un petit icône en bas de l'écran qui cache pas l'entièreté de l'écran, de ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui va aussi aider. C'est un peu comme le Picture-in-Picture. Ça va vous permettre de continuer à interagir avec votre téléphone, à faire ce que vous étiez en train de faire sur votre téléphone, sans avoir l'écran masqué par soit Siri, soit les appels, parce que je dis au passage, les appels, c'est exactement la même chose. Jusqu'à maintenant, quand vous passiez un appel, votre écran devenait tout flouté et vous aviez juste votre appel sur l'écran. À partir de maintenant, sur iOS 14 et sur iPadOS 14, ça sera juste un petit icône, une petite barre au-dessus de l'écran qui va vous permettre d'interagir avec votre appel, avec Siri, sans masquer tout le reste de l'écran. Et ça, c'est vraiment
Pour moi, c'est une grosse avancée parce que ça va vous permettre de continuer à utiliser votre téléphone tout en ayant une interaction avec d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée. Autre petite chose qui arrive sur iOS 14, un traducteur. Donc fini Google Trad, pour ceux qui utilisaient Google Trad, c'était une application en plus qu'on était obligé d'installer sur son téléphone. Maintenant, il y aura un traducteur d'intégrer dans iOS et dans iPadOS, et ça c'est vraiment une bonne chose. Moi je sais que j'avais un Google Trad, vous savez, enfin, c'est pas mon amour, mais j'essaye vraiment le plus possible, enfin, du moins quand c'est possible, d'utiliser les applications natives. Tout simplement parce qu'elles sont beaucoup mieux intégrées au téléphone ou à l'iPad. Donc, encore une chose qui va remplacer une application tierce par une application native. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grosse chose. Ce traducteur, il a été dit qu'il marcherait online et offline. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est bien parce que vous n'avez pas forcément du réseau partout. Donc c'est bien d'avoir une solution offline pour pouvoir traduire quand vous êtes dans un autre pays et que vous n'avez pas forcément un forfait, que vous êtes en vacances, vous n'avez pas forcément un forfait pour utiliser votre téléphone. Vous aurez quand même un traducteur d'inclus. Autre chose qui a été annoncée, alors là c'est toutes des petites nouveautés, je vais revenir assez vite fait dessus. Autre chose qui a été annoncée, des nouveautés dans Messages. Vous pourrez maintenant personnaliser vos emojis un peu plus que c'était possible jusqu'à maintenant. Vous pourrez épingler les conversations, c'est-à-dire que quand vous aurez des conversations avec des personnes avec lesquels vous interagissez très souvent, vous pourrez les épingler en haut de l'écran pour les retrouver beaucoup plus rapidement. Ça aussi, c'est une petite avancée, mais c'est une avancée qui est la bienvenue, clairement, parce qu'il y a des personnes, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre famille, des personnes avec lesquelles vous interagissez très souvent et qui auraient pu se retrouver en bas de l'écran parce que vous receviez d'autres messages entre-temps. Et là, les personnes avec qui vous interagissez très souvent se retrouveront toujours en haut de votre écran. Vous aurez plus facile à les retrouver et à interagir avec. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées sur Maps. Alors, tout au long de la keynote, ils ont beaucoup parlé de Maps, que ce soit sur iOS, sur iPadOS ou sur macOS, même sur WatchOS. Je ne vais pas revenir sur toutes les nouveautés. Si vous voulez savoir, je pense que vous n'aurez aucun mal à les retrouver sur le web. Je ne vais pas trop revenir dessus pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart des nouveautés qui ont été annoncées, ou du moins des grosses nouveautés qui ont été annoncées, ne seront pas tout de suite disponibles en France. La plupart des grosses nouveautés seront disponibles soit en Angleterre, en Irlande, au Canada ou aux États-Unis. Donc je vois pas trop la pertinence d'en parler maintenant. Si un jour elles arrivent sur Maps en français, j'en reviendrai bien sûr dessus. Mais pour l'instant, c'est vrai que Maps va un peu évoluer en France. On aura les pistes cyclables, on aura tout ça. On aura les stations de recharge pour les voitures électriques. Mais toutes les grosses nouveautés, elles seront disponibles pour les pays anglophones en premier. Donc voilà, pas forcément besoin d'épiloguer dessus. Autre petite nouveauté, CarPlay. Pour ceux qui utilisent CarPlay, il y a de petites nouveautés sur CarPlay. L'ajout des fonds d'écran sur CarPlay, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est vrai que le fond d'écran noir sur CarPlay était un peu triste. Maintenant, vous pourrez mettre les fonds d'écran d'iOS sur CarPlay. C'est une petite chose, mais c'est bien de l'avoir. Pour les voitures qui sont compatibles, vous aurez énormément de choses. Alors, je reviens tout de suite dessus, mais c'est très peu de voitures, c'est les gros constructeurs comme BM, comme Ford. Vous pourrez avoir le partage des clés, l'ouverture avec votre téléphone, mais c'est pas disponible pour l'instant sur la majorité des voitures et c'est clairement pas disponible pour un bon moment. Je pense que ça va mettre très longtemps avant que ça se généralise à l'ensemble des gammes de voitures. Mais bon, c'est vrai que pour toutes les personnes qui ont des BMW haut de gamme ou des Ford haut de gamme, vous aurez la possibilité d'ouvrir votre voiture avec votre téléphone et de partager votre clé à quelqu'un d'autre par message. Envoyer un message et la personne à qui vous aurez envoyé ce message aura l'accès à votre voiture, pourra ouvrir votre voiture, démarrer votre voiture à distance avec son téléphone en ayant le message que vous lui aurez envoyé. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a été annoncé pour iOS. Maintenant, on va passer à iPadOS, un OS que j'attendais énormément, car comme vous le savez, j'utilise l'iPad au quotidien. Je n'utilise que l'iPad au quotidien, c'est
c'est ma machine de tous les jours, c'est la machine qui a remplacé mon MacBook Air, même si pour quelques petites tâches, j'utilise encore de temps en temps mon MacBook Air, notamment là pour tester les OS lors de la WWDC, mais au quotidien j'utilise totalement iPadOS, donc c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Qu'est-ce qui a été annoncé pour iPadOS 14 ? Alors une grosse refonte dans beaucoup d'applications natives telles que photos, notes, musique. Maintenant, ça va un peu on va dire se maquifier. On va retrouver un peu l'interface qu'on avait à l'époque sur les Macs, c'est-à-dire votre écran et une énorme sidebar sur les côtés qui va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur votre application, vous permettre, dans l'exemple dans photo, de passer une photo d'un dossier à un autre très facilement, dans Notes de faire à peu près pareil, dans Musique de gérer beaucoup mieux vos playlists parce qu'elles seront affichées dans la barre de côté, donc vous y aurez toujours accès malgré que vous écoutiez de la musique ou que vous ayez quelque chose à l'écran. Donc ça, c'est vraiment une grosse refonte de toutes les applications et c'est vraiment pas mal. Donc comme je le disais juste avant sur iOS, lors de vos appels maintenant, l'écran de l'iPad ne sera plus totalement masqué, flouté par l'appel. Vous aurez juste une petite barre en haut qui va vous rappeler l'appel et vous aurez toujours accès à l'entièreté de votre iPad pour continuer à travailler dessus. Pour le search, c'est pareil. J'ai envie de dire. Alors, c'est quelque chose qui est quand même bizarre parce que on reviendra dessus juste après, mais j'ai l'impression que macOS va du côté de l'iPad et j'ai l'impression qu'iPadOS reprend beaucoup de choses de l'interface du Mac qu'on connaissait depuis des années sur le Mac et notamment pour le search. Le search maintenant. Vous saviez que jusqu'à maintenant sur l'iPad, pour aller chercher la barre de recherche, fallait aller glisser les doigts vers le bas et vous aviez un écran complet qui arrivait, qui cachait l'écran sur lequel vous étiez jusqu'à maintenant. À partir de maintenant, c'est un peu comme sur Mac, quand vous demanderez le search, vous aurez juste une petite barre de search au milieu de l'écran qui va vous permettre c'est un peu ce qu'Apple a fait sur tous ses OS cette année, c'est quand vous interagissez avec quelque chose, ne plus cacher le reste de l'écran sur lequel vous étiez en train de travailler. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc le search, c'est à peu près pareil et ça va vous permettre de chercher vraiment partout dans votre iPad. C'est quelque chose qu'ils appellent Universal Search et qui va vous permettre de chercher dans tous vos dossiers un peu comme on le faisait sur Mac jusqu'à maintenant. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc il y a bien sûr toutes ces petites nouveautés dont j'ai parlé sur l'OS de l'iPad. Bien sûr, toutes les nouveautés dont j'ai parlé avant sur iOS seront aussi disponibles sur l'iPad parce que l'iPadOS et iOS se partagent un peu les nouveautés. Mais toutes les nouveautés seront disponibles sur tous les appareils au final. Autre chose qui est très intéressant si vous avez un iPad, le Pencil. Et là, il y a vraiment de grosses nouveautés au niveau du Pencil. Si vous aviez un iPad et que vous n'utilisiez encore pas le crayon d'Apple, je pense que c'est vraiment le moment d'y passer parce que là, il y a de grosses nouveautés. Le Pencil, jusqu'à maintenant, vous permettait, comme tous les autres pencils, de dessiner, d'écrire. Mais c'est vrai qu'on attendait plus d'interaction avec le crayon d'Apple, plus d'interaction avec ce que vous écriviez. C'est désormais possible avec une fonction qu'ils ont appelée Scribble et qui va vous permettre au final de faire énormément de choses. Notamment quand vous écrivez une note. Alors je vais l'expliquer assez rapidement, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont assez visibles. Donc si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à regarder la keynote, à essayer de suivre les différentes vidéos qui vont tourner sur le web là-dessus, sur YouTube, parce que c'est quelque chose de très visuel. Mais bon, avec le Pencil maintenant, vous pourrez utiliser le Pencil pour écrire un peu partout sur votre iPad. Jusqu'à maintenant, vous pouviez écrire sur des applications de notes, sur des applications de dessin. À partir de maintenant, vous pourrez aussi écrire dans vos applications de rappel, dans vos applications de recherche telles que Safari, telles que toutes ces applications-là.
Et quand vous écrirez en version manuscrite, il y aura tout de suite une prise en charge d'une fonction OCR qui va transformer votre écriture manuscrite en écriture comme si vous tapiez au clavier et qui va vous permettre justement d'écrire un peu partout et d'utiliser le pencil vraiment partout sur l'iPad. Ça, c'est vraiment une grande avancée, notamment pour toutes les personnes. Alors, pas pour les personnes comme moi qui utilisent le clavier, mais pour les personnes qui utilisent souvent l'iPad en l'ayant dans la main, qui vont être debout dans leur travail et tout ça, qui auront l'iPad à la main, le pencil, et qui auront la possibilité d'écrire un peu partout et d'avoir une reconnaissance OCR pour transformer leur écriture en version écrite au clavier, on va dire. La plupart des choses qui seront écrites au pencil seront cliquables. Et ça aussi, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire que quand vous serez dans Notes, imaginons que vous notiez une adresse, que vous notiez un numéro de téléphone, et à partir de maintenant, toutes ces fonctions, ce numéro de téléphone qui sera écrit à la main, elles seront cliquables, c'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous pourrez avoir accès donc au numéro de téléphone, passer directement l'appel depuis là. Au niveau des adresses, vous aurez accès directement à Plan. Et ça, c'est vraiment des grosses avancées. Donc voilà, comme je vous le dis, tout ce qui a été annoncé a été annoncé hier soir. C'est des grosses nouveautés, mais c'est vraiment des nouveautés qui sont visuelles. Donc c'est assez difficile de les expliquer comme ça avec un micro sans vous montrer des images. Donc si vraiment vous voulez aller plus loin, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, allez vraiment voir la keynote. C'est une keynote qui est très intéressante, qui n'est pas très longue, elle durait un tout petit peu plus d'une heure, mais elle est vraiment intéressante et vous pouvez la trouver un peu partout. Elle est disponible sur YouTube, elle est disponible sur apple.com, donc vous n'aurez aucun mal à la trouver. Autre petite nouveauté qu'ils ont annoncée, c'est une nouveauté concernant les AirPods. Les AirPods maintenant vont se connecter automatiquement aux différents appareils que vous aurez chez vous sans avoir à passer par des fonctions ou à aller dans les réglages pour passer d'un appareil à l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes sur votre iPad et que tout d'un coup vous recevez un appel, vous êtes sur votre iPad, vous utilisez vos AirPods pour regarder une vidéo par exemple, et que vous recevez un appel sur votre téléphone, automatiquement les AirPods vont basculer sur le téléphone pour vous permettre de recevoir l'appel, sur votre téléphone. Et ça va marcher avec l'ensemble de la gamme, c'est-à-dire ça va marcher avec l'Apple TV, avec votre Mac, avec votre iPad, avec votre iPhone. Donc voilà, c'est étendu à toute la gamme des produits Apple et c'est vraiment quelque chose qui va grandement aider de ne plus avoir à passer par les réglages pour avoir à passer d'un appareil à l'autre. Autre chose concernant les AirPods, mais plus précisément les AirPods Pro, c'est la spatialisation du son. Alors, ils ont dit beaucoup de choses, va falloir tester parce que ça paraît quand même vraiment énorme. Tout ce qu'ils ont annoncé normalement est réservé à des casques vraiment haut de gamme. Donc va falloir voir comment ça marche quand les mises à jour, parce que je le dis tout de suite, ça sera pas de nouveaux AirPods. Beaucoup attendaient une nouvelle gamme d'AirPods, mais non, ça sera disponible sur les AirPods Pro qui sont sortis cette année. Ça sera disponible juste par une mise à jour, mais donc on va avoir une spatialisation du son qui va vous permettre de gérer beaucoup mieux quand vous regardez un film, d'avoir des sons qui arrivent derrière, d'arrivent devant, qui arrivent sur les côtés, qui va vous permettre d'avoir un équivalent d'un 5.1, d'un 7.1, et ils disent même l'équivalent de ce que vous auriez avec du Dolby Atmos. Donc comme je vous le dis, ça paraît vraiment énorme, ça paraît très bien. Va falloir voir à la rentrée quand la mise à jour des AirPods Pro va sortir ce que ça va vraiment donner. Et c'est pareil pour beaucoup de choses dans cette keynote. Il y a beaucoup de choses qui paraissent vraiment très bien, mais il va falloir voir à l'usage quand les OS vont sortir comment ça va être utilisé parce que ça paraît tellement bien, j'ai envie de dire que ça peut paraître gros. Donc voilà. C'est un peu près tout pour les AirPods. On va passer maintenant à WatchOS. WatchOS, ils ont annoncé quelques petites nouveautés. Une qui était vraiment attendue, mais quelques petites nouveautés qui ne vont pas changer grandement l'utilisation de la montre, mais qui va encore permettre de l'améliorer un peu plus cette année.
À partir de cette année, vous aurez droit au face sharing. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction? C'est tout simplement un truc assez simple, c'est que si vous voyez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui a une Apple Watch aussi et qui a une watch face qui vous intéresse, vous aimez bien comment il a intégré sa watch face, comment il a intégré ses notifications sur sa watch face, vous pourrez tout simplement lui demander qu'il vous partage cette watch face et il aura lui de sa montre une fonction qui va vous permettre de vous l'envoyer et vous n'aurez plus qu'à l'installer sur votre propre montre. Pareil. Il y aura notamment, et c'est sûr que c'est quelque chose qui va se développer, il y aura beaucoup de sites internet qui vont vous permettre de télécharger des watch face spéciales qu'ils auront créées eux-mêmes et que vous pourrez télécharger et installer directement sur votre montre à vous. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que ça va vraiment servir? Je ne sais pas. Parce que les watch face, si la personne qui est à côté de vous, le site internet a réussi à les créer, vous pouvez la créer aussi. Seulement, ça vous demande un peu plus de recherche, un peu plus de travail d'aller sur votre montre, d'aller créer cette watch face que vous avez vue qui vous plaît. Alors que là, vous aurez une grande facilité, vous aurez juste à vous la faire partager et à l'installer. Vous n'aurez pas à aller rechercher dans toutes les fonctions de votre montre pour aller installer les différentes notifications. Donc c'est vrai que ça va aider, ça va vous permettre d'aller un peu plus vite. Mais bon, c'est pas quelque chose qui était impossible à faire sans cette fonction-là. Il y aura aussi beaucoup de nouvelles activités qui vont être disponibles sur la montre, dont une activité danse. Ça peut être intéressant pour certaines personnes qui font de la danse et qui jusqu'à maintenant étaient obligées de passer par des activités sport pour traquer un peu ce qu'ils faisaient pendant qu'ils dansaient. Là maintenant, il y a une activité danse dédiée, donc c'est vraiment pas mal. Ils rajoutent un peu tous les ans de nouvelles activités. C'est bien, ça s'étoffe au fur et à mesure des années, donc c'est vraiment pas trop mal. Autre chose qui concerne WatchOS, mais plutôt du côté d'iOS, c'est quelque chose que j'avais demandé, dont j'avais parlé dans le dernier épisode du podcast. C'est un redesign de l'app activité sur iOS. Alors, ils l'ont fait. Autant vous le dire tout de suite, pour moi, ils n'ont pas encore été assez loin. Je pensais qu'ils iraient beaucoup plus loin que ça. Mais c'est un bon début. Ça évoluera, je pense, encore les prochaines années. Mais donc, il y a un petit redesign de l'app activité qui s'appelle maintenant l'application Fitness, comme ça avait été dit dans les rumeurs. Donc, c'est pas mal. C'est une petite amélioration avec beaucoup plus d'intégration de toutes vos activités que vous ferez au fur et à mesure de la journée. C'est pas mal. C'est encore pas assez à mon goût, j'attendais encore un tout petit peu plus de choses. Mais bon, franchement, c'est bien qu'ils s'y intéressent et c'est bien que ça évolue un peu. Alors, autre grosse nouveauté de WatchOS. La grosse nouveauté qui était demandée depuis énormément de temps, depuis énormément d'itérations de WatchOS et qui arrive enfin cette année. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai pas franchement l'impression que ça va être une activité qui va être très intéressante. Va falloir voir comment ils l'ont intégré. C'est encore flou par rapport à ce qu'on a vu dans la keynote. Bon, je vais arrêter de vous spoiler. C'est la fonction sommeil qui est maintenant disponible sur WatchOS. Mais vu l'intégration comme ils l'ont fait sur la keynote hier soir, ils n'ont pas parlé de batterie, donc on ne sait toujours pas. Alors, vous pourrez traquer votre sommeil sans aucun souci. Vous aurez des fonctions pour traquer votre sommeil, pour traquer la qualité de votre sommeil. Mais le plus important pour moi, et ce que je pensais le plus important, c'était de savoir comment on allait gérer la batterie avec une fonction sommeil. Parce que si vous gardez votre montre toute la nuit, il y a bien un moment ou un autre où va falloir recharger votre montre pour pouvoir la garder toute la journée et continuer à faire vos activités, à traquer votre journée. Et là, ils n'ont pas forcément parlé de tout ça. Ils ont un peu parlé du fait que quand vous traquerez votre sommeil, à partir du moment où vous serez couché, la montre va se mettre en fonction sommeil, c'est-à-dire qu'elle va complètement s'éteindre. Mais à voir comment la batterie va être gérée pendant ce moment-là. Est-ce qu'elle va réellement s'éteindre? Et si vous bougez dans la nuit, on sait que beaucoup de personnes bougent pendant la nuit, est-ce que la montre va se rallumer, ne pas se rallumer du tout parce qu'elle sait que vous êtes en train de dormir? C'est encore vraiment très flou. Donc c'est des fonctions. Je suis vraiment réellement content que ça arrive parce que c'est des évolutions, ça avance.
mais clairement, on n'en sait encore pas assez pour voir si ça va marcher, si ça va permettre de gérer toute une journée et toute une nuit en ayant des petites phases de recharge de votre montre. Donc, clairement, je vous en dis pas plus là-dessus parce que de ce qu'ils ont dit dans la conférence, c'est encore réellement très flou. Va falloir vraiment tester tout ça quand WatchOS 7 sera sorti. Autre petite nouveauté qui est sortie, donc on le savait qu'Apple ferait des choses concernant la crise sanitaire qu'on a vécue il y a quelques semaines et qu'on est encore en train de vivre, le Covid-19. Ils ont intégré une fonction lavage de main avec un petit compteur qui va vous permettre de compter le temps où vous vous lavez les mains pour pour vous permettre d'avoir un lavage de main optimal. C'est pas mal, c'est quelque chose qui est bien, c'est une bonne intégration. Est-ce que c'était réellement utile ? Je sais pas. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses ? Je sais pas. Mais bon, c'est bien qu'Apple l'intègre. Au moins, on voit qu'ils font quelque chose concernant la crise sanitaire sur leurs différents OS. Et c'est vraiment pas mal. On va passer à autre chose. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que l'épisode devient vraiment assez long. On va passer à Home. Home, pareil, c'est quelque chose dont j'attendais énormément cette année. Et c'est quelque chose... je trouve qu'ils ont pas été assez loin. Toutes les fonctions que moi j'attendais, alors ils ont annoncé beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses qui paraissent être très très bien, mais toutes les fonctions que moi j'attendais, je trouve qu'ils n'ont pas été encore assez loin. Dans Home, qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? La configuration beaucoup plus rapide lors de l'installation d'un produit HomeKit. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que maintenant, à partir d'iOS 14, quand vous installerez un nouveau produit HomeKit, l'installation se fera beaucoup plus rapidement avec des petits pop-up sur l'écran, un peu comme quand vous installiez des AirPods. Et ça va vous permettre d'avoir tout de suite accès aux différentes scènes que vous pourrez mettre en place avec les différents appareils HomeKit que vous aurez dans la maison. Et ça, c'est vraiment pas mal. Autre petite nouveauté qui, pour le coup, celle-là, je trouve vraiment bienvenue, c'est l'arrivée de la lumière adaptative en fonction des heures de la journée. Et c'est vrai que, alors, 90%, j'ai envie de dire, des personnes qui utilisent HomeKit dans le grand public l'utilisent pour la lumière. Et maintenant, à partir d'iOS 14, si vous utilisez HomeKit, l'application Home, que vous avez un début d'écosystème HomeKit, toutes vos lumières vont s'adapter au fur et à mesure de la journée, un peu comme c'était déjà disponible sur iOS, sur iPadOS. Le soir, votre écran se jaunissait un tout petit peu pour vous faire moins mal aux yeux. Et maintenant, c'est permis de l'avoir directement sur toutes vos lumières de la maison, c'est-à-dire sur tous vos systèmes Philips Hue ou toute autre marque, c'est-à-dire que le matin les lumières seront beaucoup plus vives et le soir les lumières seront beaucoup plus orangées pour vous permettre de vous reposer. Et ça, franchement, c'est une fonction qui est vraiment la bienvenue. Autre petite nouveauté, la reconnaissance des visages sur les caméras compatibles HomeKit. C'était déjà disponible sur d'autres marques qui n'étaient pas compatibles HomeKit. Ça arrive maintenant sur les caméras HomeKit, c'est bien. Vous pourrez de votre caméra savoir qui est à l'écran si le visage a déjà été enregistré. Autre chose, l'HomePod vous préviendra quand vous avez une caméra à l'entrée de chez vous et que quelqu'un vient sonner et que c'est quelqu'un de reconnu, maintenant l'HomePod vous dira telle personne est à la porte. Donc c'est bien, c'est des intégrations qui arrivent au fur et à mesure, petites, mais ça arrive au fur et à mesure et c'est bien, ça évolue, c'est vraiment une bonne chose. Et maintenant qu'on sait qu'il y a un partenariat entre Google, Amazon et Apple, je ne doute pas que ça évolue encore de plus en plus ces prochaines années. C'est que le début, l'intégration avec Google, avec Amazon se verra, je pense, beaucoup plus dans les années futures. Autre chose que beaucoup de monde attendait et qui arrive enfin, c'est l'arrivée des applications tierces parties sur l'HomePod. C'est-à-dire que vous pourrez enfin utiliser Spotify, Deezer sur votre HomePod. Je sais que c'était un frein pour beaucoup de monde qui voulait passer à l'HomePod mais qui ne voulait clairement pas utiliser Apple Music.
Moi, c'est pas quelque chose qui me gênait, mais bon, voilà. Enfin, maintenant, vous pourrez utiliser des applications tierces sur votre HomePod, telles que Spotify, telles que Deezer. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Dans la section Home, ils ont aussi parlé de l'Apple TV. Alors, sur des petites choses, vraiment, vraiment pas grandes évolutions sur l'Apple TV. Ils ont montré une nouvelle série qui va arriver en 2021 et qui sera tirée des romans d'Asimov et sur Foundation. Et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc à voir, mais ça va pas sortir maintenant. Ça ne sortira qu'en 2021. Ils n'ont pas dit la fenêtre de sortie de l'année prochaine. Ça peut très bien être fin 2021. Donc clairement, c'est un teaser, mais c'est pas prêt d'arriver. Ça sera pas cette année. Donc on a le temps d'en reparler. On a le temps d'en reparler dans d'autres épisodes. On va passer maintenant à macOS. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'épisode, je n'utilise quasiment plus macOS. J'ai toujours un MacBook Air à la maison, mais je n'utilise quasiment plus macOS. Mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Je regarde les nouveautés qui arrivent et bon, ça m'arrive quand même de temps en temps de l'utiliser, mais beaucoup moins. Donc je regarde quand même ce qui se fait sur macOS. Donc maintenant, macOS, après Catalina, on aura droit à Big Sur, la nouvelle version de macOS, qui est un nouveau coin emblématique de la Californie. Et je trouve qu'il y a énormément de grosses nouveautés, surtout des nouveautés d'interface sur macOS. Et on sent l'influence d'iPadOS clairement, notamment dans les icônes. Vous aurez pu vos icônes macOS que vous aviez avant, c'est-à-dire vos petits icônes qui étaient emblématiques de macOS, qu'on connaissait depuis des années, depuis le début de macOS 10. Maintenant, on passe complètement à des icônes qui vont être strictement les mêmes que sur iPad et sur iPhone, c'est-à-dire ces petites icônes à angle arrondi. Et voilà, c'est une interface qui va beaucoup mieux s'intégrer sur tous vos appareils. Vous aurez la même interface sur tous vos appareils et c'est vraiment, vraiment pas mal. Autre petite chose qui arrive sur macOS, le Control Center, comme c'est disponible sur l'iPad, comme je vous le disais juste avant, on sent l'influence énorme de l'iPad Pro et de toute la gamme iPad sur macOS. On sent que les OS sont en train de s'imbriquer ensemble et c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé. On savait qu'Apple allait aller dans ce chemin-là, qu'Apple allait unifier un peu tous ces OS et on sent que petit à petit, tous les ans, ça commence à s'emboîter un tout petit peu plus et encore un peu plus cette année. Donc voilà, l'arrivée du Control Center sur Mac. La traduction directement dans Safari. Alors là, je vous liste un peu les points que j'ai listés, hein, mais il y a beaucoup plus de choses qui sont expliquées dans la conférence, mais là c'est vraiment les petits points spécifiques que j'ai relevés. Donc la traduction directement dans Safari. Avant, jusqu'à maintenant, dans Safari, il fallait télécharger des plugins pour avoir la traduction d'une page. Pour toutes les personnes qui ne parlent pas forcément anglais ou une autre langue et qui veulent aller lire des news sur des sites anglais, des sites espagnols, des sites de tous les pays. Maintenant, vous aurez la traduction directement intégrée, donc vous n'aurez aucune difficulté à aller lire des news, lire des sites dans toutes les langues que vous voulez qui peuvent vous intéresser et ils seront automatiquement traduits. Donc voilà, c'est un peu les petites nouveautés que j'ai relevées moi dans Safari, mais comme je vous le dis, il y a énormément de nouveautés, de petites nouveautés qui sont très très intéressantes. Et on va finir ce podcast par parler de quelque chose qui était attendu depuis des années et des années. Toutes les rumeurs quasiment de ces dernières semaines, ces derniers mois tournaient autour de ça. Et ça a été annoncé, enfin, le passage des Mac aux puces ARM. Alors, ils n'ont pas appelé ça les puces ARM, c'est la nomenclature d'Apple, on sait toujours, ils arrivent toujours à trouver des noms un peu bizarres, un peu à leur sauce pour leurs produits. Donc ils n'ont pas utilisé le nom Mac ARM, mais ils ont utilisé ça, les puces Apple Silicon. Donc voilà. Le Mac ARM arrive enfin. On a vu pendant la conférence un Mac tourné sur la dernière puce A12Z qui est disponible sur les derniers iPads.
Donc c'est possible, dans leur laboratoire, ils ont déjà des Macs qui tournent dessus. Apple se donne 2 ans pour faire la transition, donc c'est clair que ça ne va pas arriver tout de suite. Là, le travail est mis en route, et tous les Macs vont passer sur ARM au fur et à mesure, mais ils se donnent clairement 2 ans pour faire la transition complète. Des kits de développement sont d'ores et déjà disponibles. Elles seront livrées avant la fin de l'année. Ces kits de développement se composent d'un Mac mini et de tout un tas de logiciels qui vont permettre aux développeurs de faire la transition. Mais ce qui est important dans le Mac ARM, c'est que on a vu finalement quelque chose que j'attendais et dont je parlais dans tous les derniers épisodes. C'est l'arrivée de Final Cut et de Xcode qui tournent sur des puces A12. Alors, ils ne l'ont pas dit clairement. Ils ont montré que Final Cut, que Xcode tournait sur un Mac qui fonctionnait sur une puce A12. Mais on se dit clairement que si ça marche sur une puce A12 sur un Mac, on ne voit pas pourquoi ça ne marcherait pas sur une puce A12 qui est exactement la même sur un iPad. Donc, clairement, s'ils ne l'ont pas dit, s'ils n'en ont pas parlé hier soir, on sent que ça va arriver un jour. L'arrivée de Final Cut, d'Xcode, de Logic sur les iPads, maintenant on en est quasiment sûr, c'est juste une question de temps, mais ça arrivera au fur et à mesure. Toutes ces applications vont tourner un jour sur iPad. Il suffit que la transition se fasse et que les choses s'harmonisent un peu, mais clairement, faut pas se leurrer, on le sait. Enfin, ils l'ont dit à demi-mot, mais on sait que toutes ces applications pro tourneront un jour sur iPad. Donc voilà. Ça, c'est des bonnes choses. On sent aussi avec l'annonce de ce Mac ARM beaucoup l'unification de tous les Apple Store. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un Apple Store pour iPad, un Apple Store pour iPhone, un Apple Store pour macOS qui était clairement assez pauvre. Mais on sent que là, on sent une grosse unification des Apple Store. Alors, il parle depuis beaucoup d'années de Catalyst qui permet de développer des applications pour macOS qui vont tourner sur iPadOS et inversement. Mais là, on sent que avec tout ce qu'ils ont annoncé hier soir, on sent une grosse réunification des Apple Store et toutes les applications que vous allez télécharger sur un device, au fur et à mesure que les Macs vont passer sur ARM, vous pourrez les avoir un peu partout. C'est-à-dire une application qui va tourner sur votre iPad, vous pourrez clairement, vu que l'Apple Store au final sera le même sur votre Mac, vous pourrez la télécharger sur un Mac. Donc voilà, on sent qu'Apple va vers ce chemin-là. On sent que c'est le chemin qu'ils avaient déjà engagé depuis pratiquement 2 ans. Mais on sent que là, la machine est en route. Et qu'on va vers une unification de tous les systèmes chez Apple, qui est clairement quelque chose qui moi me réjouit, parce que ça sera beaucoup plus de facilité pour travailler d'un appareil à l'autre. Donc c'est vraiment réellement une bonne chose. Donc voilà, c'est à peu près tout les gros points que j'ai relevés pour cette conférence. C'était une conférence qui n'était pas très longue, mais qui était assez dense en nouveautés. Donc c'était très 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 intéressant. Encore une fois, si toutes ces choses vous intéressent, j'ai parlé vraiment des points qui étaient les plus importants pour moi, mais il y a énormément de choses, d'autres choses qui ont été dites. Donc je vous invite vraiment, si vous avez 1 heure et demie à perdre, à aller chercher la conférence sur YouTube, sur apple.com, et aller la regarder. C'est clairement très intéressant si vous utilisez des produits Apple. Donc voilà. Je ne fais pas plus long pour cet épisode. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Si vous voulez retrouver tous les liens me concernant, si vous voulez interagir avec moi, tout est dans la description de cet épisode. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement dans un prochain épisode. Ciao! Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Ça aidera le podcast à remonter dans les classements et à se faire connaître.